Démocratie versus sociétés inégalitaires. La première forme de démocratie apparaît chez les Grecs avec la fameuse démocratie athénienne. Les Grecs se posent la question suivante: comment bien vivre ensemble? Et ils s'en donnent une réponse tout à fait inédite. Ils vont inventer tout simplement la première démocratie de l'histoire. Il s'agit bien d'une démocratie, puisqu'il s'agit de la souveraineté du peuple, des citoyens. Et à ce point de vue, les citoyens étaient bien à la fois libres et égaux devant la loi. Cependant, pour être citoyen, il fallait être un homme et un homme grec. Les femmes, les esclaves en étaient exclus. C'est donc une démocratie qui ne partage pas toutes les caractéristiques des démocraties modernes. La démocratie athénienne ne fera cependant pas long feu et il faudra attendre les Lumières pour que l'idée de la démocratie réapparaisse, notamment avec des théories du contrat comme celle du contrat social de Rousseau. Selon Rousseau, l'homme est naturellement bon. Il est fait, prédisposé pour vivre seul, dans un état de dispersion au sein de la nature. Toutefois, en rencontrant ses semblables, l'histoire l'a amené à vivre en société. Il y est devenu méchant, malheureux. La question que se pose Rousseau est dès lors la suivante: comment concevoir une société dans laquelle les instincts naturels de l'homme, foncièrement bons, pourraient ressortir? Rousseau pense que les hommes doivent bien sûr être égaux, mais surtout qu'ils doivent participer équitablement au gouvernement en vue du bien commun. Et un tel système pourrait s'obtenir par ce qu'il appelle un contrat social. Il s'agirait donc d'une démocratie égalitaire où tous les participants s'incarnent dans le peuple souverain. Chacun doit renoncer à ses droits pour former le peuple. Ce peuple est donc souverain et doit agir selon la volonté générale. La pensée de Rousseau est cependant guère applicable. Il pense, comme les anciens, que la nature est foncièrement bonne et cherche un modèle de société où la participation à la vie publique est prioritaire. Or, ce ne sont pas des conceptions partagées par la modernité. Alexis de Tocqueville, au XIXe siècle, va observer empiriquement la démocratie en Amérique et va mettre en évidence à la fois les caractéristiques de cette démocratie et des démocraties modernes en général, ainsi que les effets parfois très mauvais que ces caractéristiques produisent. La dynamique d'égalisation propre aux démocraties tend par exemple à imposer l'opinion de la majorité aux dépens de la minorité. Il y a ainsi une tyrannie de la majorité contre laquelle Tocqueville nous met en garde, car dans le jeu de la démocratie, l'opinion dominante peut devenir la bien-pensance, la pensée unique. Les personnes qui ont une opinion minoritaire ont tendance à s'auto-censurer devant cette tyrannie de la majorité et face à la pression sociale que cette dernière peut exercer. Autre caractéristique des démocraties modernes, selon Tocqueville, c'est la tension entre deux passions politiques proprement humaines, l'égalité et la liberté. Selon Tocqueville, il faudrait rechercher un équilibre entre les deux, mais l'homme tend à privilégier l'égalité au détriment de la liberté. L'égalité apporte des résultats directement visibles et à court terme, tandis que la liberté apporte des bénéfices plus lointains et donc plus difficiles à voir. Cela explique pourquoi l'homme préfère l'égalité à la liberté. Mais cette perte de liberté au profit de l'égalité est un véritable danger pour la démocratie. Enfin, un dernier danger contre lequel Tocqueville nous met en garde face à la démocratie, c'est ce qu'il appelle la dérive tutélaire. D'où cela vient-il? Cela vient du fait que la liberté moderne est considérée comme négative, c'est-à-dire qu'elle n'indique pas comment atteindre le bonheur, mais elle nous laisse le trouver par nous-mêmes. Elle ne nous empêche pas de faire nos choix personnels. Et donc, pour atteindre ce bonheur, l'État va peu à peu occuper l'espace de décision des citoyens et dire à l'homme ce qu'il doit faire en permanence. C'est comme si l'État jouait le rôle de guide, de berger. L'homme progressivement s'y soumet et c'est ce qu'on appelle le despotisme passif. Bien avant Tocqueville,
Platon mettait en garde les Athéniens contre les dangers de la démocratie. Selon Platon, la démocratie, c'est en fait la tyrannie du peuple. Un peuple qui est ignorant et se comporte de façon animale. Le danger principal, c'est que le peuple peut être manipulé par des démagogues, qu'on appelait à l'époque sophistes, et que le peuple est également esclave de ses désirs. Il ne saurait donc prendre des décisions rationnelles et sages. Dans son ouvrage La République, Platon va élaborer son idéal du philosophe roi. Selon lui, seuls les philosophes sont capables de discerner ce qui est bien pour tous de ce qui est mauvais. Et donc, ce sont les seuls êtres capables de prendre des décisions justes pour l'ensemble des citoyens. Pour bien comprendre Platon, il faut se remettre dans le contexte de la Grèce antique, en ayant bien présent à l'esprit que la vertu cardinale, c'est la justice. Et pour Platon, la justice, c'est rendre à chacun son dû, mettre chacun à sa place. Un individu qui est dominé par ses désirs, ses appétits, pour reprendre la classification de Platon par son ventre, eh bien cet individu doit être occupé à des travaux manuels, éreintants toute la journée, afin qu'il puisse maîtriser ses désirs. L'individu dont la vertu principale est le courage et qui est animé par la colère fera un bon soldat. Et seuls les citoyens dont la partie de l'âme dominante est la raison sont à même de gouverner, de s'occuper des affaires publiques. Il est donc normal, selon Platon, que le philosophe gouverne, que le soldat aille à la guerre et que les autres travaillent d'un dur labeur du matin au soir. Aristote, qui fut pourtant le disciple de Platon, n'est pas du tout d'accord avec celui-ci quant à l'incapacité du peuple à gouverner. Cependant, le peuple, s'il doit gouverner, il doit le faire en vue du bien commun. Il est bon de rappeler à cet endroit que pour les Grecs, le tout est plus important que la partie. L'individu ne doit donc pas viser son bonheur personnel aux dépens des autres, mais agir en fonction du bien commun. Cela mène Aristote à classifier les régimes politiques selon deux critères. Le premier critère, c'est le nombre de personnes qui participent au gouvernement, et le second critère, c'est le caractère corrompu ou non du régime. Un régime est corrompu lorsque il vise les intérêts particuliers des individus qui gouvernent. On parle alors de despotisme. À ce titre, la démocratie, c'est le despotisme du peuple. De tous les régimes, c'est donc la République qui est le meilleur, selon Aristote, car tous gouvernent en vue du bien commun. Cependant, pour arriver à la République, il faut passer soit par la démocratie, soit par l'aristocratie, qui sont les deux régimes les plus proches de la République. Et la question qu'on peut se poser, c'est donc, une fois qu'on est dans l'un de ces deux régimes, qu'est-ce qui permettrait de passer à la République ? Aristote pense qu'il faut quelque chose qui fédère le peuple, qui l'unisse, qui le fasse agir en vue du bien commun.